Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cultination. Quelles sont les réflexions actuelles de Vladimir Poutine et quels sont ses projets pour l'avenir? Telles sont les questions que nous nous posons depuis plusieurs mois, bien avant que l'invasion de l'Ukraine par la Russie ne survienne. Laissez-moi vous avertir rapidement. Cette vidéo est à titre informatif et les informations trouvent leur source dans la description. Nous n'inventons rien et nous tenons à la transparence de nos informations. Vous pouvez consulter la source de nos informations en commentaire et sans plus tarder, commençons bien sûr. Qui est Poutine? Une question qui peut vous sembler rhétorique, mais détrompez-vous. Ici, il n'est pas question de vous décrire le personnage. Sa personne est assez connue, et même si on le voulait, une seule vidéo ne suffirait pas pour répondre entièrement à cette question. En revanche, il est question de saisir sa vision. En gros, comment il pourrait voir les choses. Konstantin Remouchkov, propriétaire et rédacteur en chef du journal russe Nezavisimaya Gazeta, estime que les perceptions de Poutine déterminent entièrement la situation dans ce conflit. En tant que leader autoritaire d'une puissance nucléaire, il est le dirigeant incontesté de la Russie, avec des convictions et des perceptions fortes qui peuvent être considérées comme extrêmes. Il a commencé à croire que ce conflit revêt une importance existentielle, non seulement pour lui-même, mais aussi pour l'avenir de la Russie. La question qui se pose est jusqu'où le président Poutine est-il prêt à aller pour remporter ce conflit s'il le considère comme existentiel? Au cours des derniers mois, des hauts responsables russes, y compris Poutine lui-même, ont laissé entendre de manière peu subtile que le recours à des armes nucléaires pourrait être envisagé dans ce conflit. Le président américain Joe Biden, interrogé à ce sujet sur CNN, a déclaré « Je ne pense pas qu'il le fera, mais je pense que c'est irresponsable de sa part d'en parler ». L'invasion de l'Ukraine. Au départ, pour ce qui était public, l'intention du dirigeant russe était d'envahir l'Ukraine et de renverser son gouvernement, afin d'empêcher définitivement le pays de rejoindre l'OTAN, une alliance de défense occidentale. Cependant, après un mois de tentatives infructueuses pour perdre le contrôle de la capitale Kiev, il a réorienté ses ambitions vers les régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine. Le 24 février, lorsqu'il a lancé l'invasion, il a déclaré au peuple russe que son objectif était de démilitariser et dénazifier l'Ukraine. Il a affirmé également vouloir protéger les personnes qui, selon lui, avaient été soumises à 8 ans d'intimidation et de génocide de la part du gouvernement ukrainien. Par la suite, un autre objectif a été ajouté, garantir le statut de neutralité de l'Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a utilisé des termes tels que libérer l'Ukraine de l'oppression, exprimant ainsi la position russe selon laquelle leur intervention militaire était destinée à venir en aide à certaines populations en Ukraine. De son côté, le chef du renseignement étranger, Sergueï Narishkin, a déclaré que l'avenir de la Russie et sa place dans le monde étaient en jeu, laissant entendre que la Russie considérait cette intervention comme cruciale pour ses intérêts géopolitiques. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, élu démocratiquement, a fait part de ses inquiétudes quant à sa sécurité personnelle et à celle de sa famille, en déclarant qu'il était considéré comme la cible principale par l'ennemi. Son conseiller a également affirmé que les troupes russes avaient tenté à 2 reprises de prendre d'assaut le complexe présidentiel. Poutine a d'ailleurs refusé de qualifier l'incursion militaire en Ukraine d'invasion ou de guerre, préférant utiliser le terme d'opération militaire spéciale. Ces dénominations divergentes soulignent les différences de perception entre les parties impliquées dans le conflit. Les allégations de nazisme et de génocide en Ukraine sont largement contestées et considérées comme infondées, mais elles font partie d'un récit propagé par la Russie depuis plusieurs années. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a exprimé sa frustration face à ces affirmations, soulignant que parfois même les Russes ne pouvaient pas expliquer clairement à quoi ils faisaient référence. Cependant, un article d'opinion de l'agence de presse russe RIA Novosti a clairement indiqué que la dénazification entraînerait inévitablement une désukrainisation, suggérant ainsi une remise en question de l'existence même de l'État ukrainien moderne. La Russie est actuellement accusée par la communauté internationale de crimes de guerre, et certains pays, tels que les États-Unis et le Canada, vont même jusqu'à qualifier la situation de génocide. Après les dévastations causées par le conflit, les déclarations du dirigeant russe sonnent désormais creux, affirmant que l'occupation territoriale de l'Ukraine n'était pas leur intention et qu'ils n'avaient pas l'intention d'imposer quoi que ce soit par la force.
Des objectifs revus? Un mois après le début de l'invasion, la Russie s'est retirée de Kiev en déclarant que son objectif principal était la libération du Donbass, en référence aux régions orientales de l'Ukraine, Louhansk et Donetsk. Une partie significative de cette zone était déjà sous le contrôle des forces russes par procuration depuis le début du conflit en 2014, mais la Russie cherchait maintenant à conquérir la totalité de cette région. Le Kremlin prétendait avoir généralement atteint les objectifs de la première phase de l'invasion, qui consistait à réduire considérablement les capacités de combat de l'Ukraine. Cependant, il est devenu évident dès le retrait russe que leur ambition avait été revue à la baisse. Andrei Kortunov, directeur du Conseil russe des affaires internationales, a déclaré que Poutine avait besoin d'une victoire qu'il puisse présenter à sa population comme un succès. Les responsables russes se concentrent désormais sur la prise des deux grandes régions orientales de l'Ukraine et sur la création d'un corridor terrestre le long de la côte sud, de la Crimée à la frontière russe. Ils ont affirmé avoir le contrôle de la région méridionale de Kherson et un haut gradé russe a exprimé l'espoir de s'emparer de territoires plus à l'ouest, le long de la côte de la mer Noire, en direction d'Odessa et au-delà. Le général de division Rustam Minekayev a déclaré que le contrôle du sud de l'Ukraine ouvrirait une voie supplémentaire vers la Transnistrie, une région séparatiste de la Moldavie où la Russie compte environ 1500 soldats déployés. Mais on y revient. Si la Russie parvient à s'emparer des deux régions orientales, il est fort probable qu'elle tentera de les annexer à l'instar de ce qu'elle a fait avec la Crimée en 2014 en organisant un référendum contesté. L'Ukraine accuse également les forces d'occupation à Kherson de planifier un référendum, notamment en introduisant la monnaie russe, le rouble, à partir du 1er mai. Selon Tatiana Stanovaya, analyste politique du cabinet Air Politique et du Carnegie Moscow Center, la prise du Donbass et du corridor terrestre est un minimum indispensable pour le Kremlin. Elle prévient que la Russie va probablement continuer ses actions et qu'elle entend régulièrement la même phrase. Nous n'avons pas d'autre choix que d'escalader. La question qui se pose est de savoir si les forces russes disposent des effectifs nécessaires pour poursuivre leurs avancées. En ne qualifiant pas cette situation de guerre, le Kremlin ne peut pas mobiliser la population au niveau national. Selon l'analyste militaire Michael Kaufman, à moins que cela ne se produise, l'offensive russe dans le Donbass pourrait être la dernière qu'elle puisse entreprendre. Comment Poutine considère l'Ukraine? Depuis l'indépendance de l'Ukraine en 1991, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, le pays a progressivement cherché à s'orienter vers l'Occident, tant vers l'Union européenne que vers l'OTAN. Le dirigeant russe, quant à lui, a cherché à contrecarrer cette tendance, considérant la dissolution de l'Union soviétique comme la désintégration de la Russie historique. Il a soutenu que les Russes et les Ukrainiens formaient un seul peuple, niant ainsi à l'Ukraine sa longue histoire et considérant l'État ukrainien actuel comme simplement un projet anti-Russie. Il a affirmé que l'Ukraine n'avait jamais eu de tradition stable en tant qu'État véritable. C'est sous sa pression sur le président ukrainien pro-russe Viktor Yanukovych, afin de l'empêcher de signer un accord avec l'Union européenne en 2013, que des manifestations ont éclaté. Ces manifestations ont finalement abouti au renversement du président en février 2014. La Russie a alors annexé la région méridionale de l'Ukraine, la Crimée, et a soutenu une rébellion séparatiste dans l'est du pays, déclenchant ainsi un conflit qui a coûté la vie à environ 14 000 personnes. Avant de lancer l'invasion en février, le dirigeant russe a rompu un accord de paix de Minsk non respecté en 2015 et a accusé l'OTAN de menacer l'avenir historique de la Russie en tant que nation. Il a prétendu que les pays de l'OTAN cherchaient à provoquer un conflit en Crimée. Récemment, il a accusé l'OTAN d'utiliser l'Ukraine comme un instrument de guerre par procuration contre la Russie. Poutine et l'OTAN. Poutine considère que l'OTAN, une alliance militaire défensive composée de 30 pays, a pour objectif de diviser et de détruire la société russe. Il avait exigé avant le déclenchement de la guerre que l'OTAN revienne à sa configuration de 1997, mettant fin à toute expansion vers l'Est, retirant ses forces et ses infrastructures militaires des pays membres ayant rejoint l'alliance après 1997 et ne déployant pas d'armes offensives près des frontières russes. Cela concernait notamment l'Europe centrale, l'Europe de l'Est et les pays baltes. Selon le président Poutine, l'Occident avait promis en 1990 que l'OTAN ne s'étendrait d'1 pouce vers l'Est, mais cette promesse n'aurait pas été respectée. Cependant, il convient de noter que cette promesse faite au président soviétique de l'époque, Mikhail Gorbatchev, ne concernait spécifiquement que l'Allemagne de l'Est, dans le contexte d'une Allemagne réunifiée. Sir Gorbatchev a plus tard affirmé qu'à l'époque, la question de l'élargissement de l'OTAN n'avait jamais été discutée. Il est également important
important de souligner que le contexte des années 1990 était très différent. Selon Barbara Zanchetta, il n'y avait pas de provocation intentionnelle, mais plutôt un partenariat pour la paix. La Moldavie, un autre plan secret. Les informations rapportées par un consortium international de journalistes indiquent que Vladimir Poutine aurait prévu de tenter de prendre le contrôle de la Moldavie, un ancien territoire de l'URSS devenu indépendant dans les années 1990, avant même d'envahir l'Ukraine. Ces médias se basent sur un document présumé émanant du directorat russe de la coopération transfrontalière et datant de 2021. Ce document détaillerait un plan visant à placer la Moldavie sous l'influence de la Russie d'ici 2030, dans le cadre de la volonté de Vladimir Poutine de restaurer l'Empire russe. Le plan mentionne l'utilisation des médias pro-russes pour susciter des ressentiments populaires contre l'OTAN, ainsi que l'infiltration de l'économie et de la politique moldave par des acteurs d'influence soutenus par le Kremlin. L'objectif serait également de maintenir la Transnistrie, une région séparatiste pro-russe de facto détachée de la Moldavie depuis 1992 sous contrôle russe. La Transnistrie compte une population russophone et abrite des industries clés telles que l'énergie, la sidérurgie et la cimenterie. La Russie y a déployé 1500 soldats et un important stock de munitions. Le premier ministre moldave, Dorin Reichhan, a réagi à la lecture de ce document en dénonçant les intentions présumées de la Russie, déclarant que le plan impliquait une augmentation du nombre d'organisations russes à but non lucratif, d'étudiants et de la présence de la langue russe en Moldavie. Il a souligné les tensions existant dans le pays, notant la démission de son prédécesseur en février dernier en raison d'un manque de soutien et de confiance. La relation avec Poutine avec l'Occident. Grigori Yavlinsky, un vétéran de la politique libérale, estime que Vladimir Poutine tente d'éviter une confrontation directe avec l'Occident, mais qu'il se prépare néanmoins en conséquence. Yavlinsky exprime sa plus grande crainte quant à la possibilité d'un conflit nucléaire et, en second lieu, une guerre interminable. Cependant, une guerre sans fin nécessite des ressources illimitées, quelque chose que la Russie ne semble pas avoir. Bien que la vague de frappes de missiles sur les villes ukrainiennes soit une démonstration de force spectaculaire, la question est surtout de savoir combien de temps Moscou pourra maintenir cette intensité. Konstantin Remouchkov soulève le doute quant à la capacité de la Russie à continuer à lancer des missiles pendant des jours, des semaines ou des mois. Selon de nombreux experts, il est incertain que la Russie dispose de suffisamment de missiles pour maintenir un tel flux. Cette déclaration souligne les limitations potentielles auxquelles la Russie pourrait faire face en termes de ressources et de durabilité dans un conflit prolongé. Ces évaluations sont basées sur des opinions et des analyses d'experts et ne fournissent pas une certitude absolue quant à la capacité réelle de la Russie à soutenir une guerre prolongée. Quel avenir pour la Russie? La Russie a cherché à réprimer la dissidence en interdisant toute forme de manifestation et en procédant à l'arrestation de plus de 15 000 personnes. Dans ce contexte, le président Poutine a déclaré « Le peuple russe sera toujours capable de distinguer les vrais patriotes des racailles et des traîtres ». Cette répression a entraîné un important exode de professionnels de l'informatique et d'autres domaines, tandis que l'opposition politique a été contrainte de fuir ou a été emprisonnée, comme dans le cas du chef de l'opposition Alexei Navalny. La Russie fait également face à un large éventail de sanctions occidentales qui ont un impact significatif sur son économie. Les prévisions indiquent une contraction pouvant atteindre 10% cette année, avec une inflation estimée à plus de 20%. Ces sanctions comprennent le gel des actifs de la Banque centrale russe, l'exclusion des principales banques russes du réseau international de transfert de paiement SWIFT, ainsi que des interdictions d'importation de pétrole et de gaz russe de la part des États-Unis, de l'UE et du Royaume-Uni. L'UE prévoit de réduire ses importations de gaz russe de 2/3 d'ici 1 an et travaille sur un embargo pétrolier progressif, tandis que le Royaume-Uni vise à éliminer progressivement le pétrole russe d'ici la fin de 2022. En outre, les compagnies aériennes russes ont été interdites d'accès à l'espace aérien de l'UE, du Royaume-Uni, des États-Unis et du Canada, ce qui a également eu un impact significatif sur le secteur du transport aérien russe. En réponse à ces sanctions, des mesures personnelles ont été prises, y compris des sanctions contre le président Poutine et son entourage. Ces sanctions visent à exercer une pression sur les dirigeants russes et à les tenir responsables des actions du gouvernement russe. Par ailleurs, en octobre 2022, l'administration Biden avait cherché à convaincre l'Arabie Saoudite d'augmenter la production de pétrole au sein de l'OPEP+, qui est l'organisation réunissant des pays producteurs de pétrole pour faire face à la hausse des prix de l'énergie. Cependant, l'Arabie Saoudite a finalement
finalement décidé de maintenir une réduction de la production jusqu'à la fin de l'année, ce qui a entraîné une nouvelle augmentation des prix. Cette décision a été avantageuse à la fois pour l'Arabie Saoudite et pour la Russie. Il est vrai que cette mesure a favorisé les intérêts économiques de l'Arabie Saoudite en maintenant des prix du pétrole élevés, ce qui lui permet de générer des revenus importants. Cependant, cela a également profité à la Russie, car le pays est l'un des principaux producteurs de pétrole au sein de l'OPEP+. Une hausse des prix du pétrole bénéficie à l'économie russe, qui est fortement dépendante des exportations d'hydrocarbures. Bien, chers abonnés, nous voici à la fin de notre vidéo. Merci de nous avoir suivis et d'être restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de nous donner votre avis dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur Cultination.